Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour aligner les efforts sales market? Ça reste compliqué. Quand je parle avec mes interlocuteurs sales ou GTM, eux, ce qui les intéresse, c'est les objectifs à la fin du quarter, et c'est normal. Moi, c'est une partie des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est aussi me demander où est-ce qu'on sera dans 2 ans, quelle vision on sera capable de proposer à nos interlocuteurs. Enfin, alors moi, j'ai toujours pensé que le marketing, on n'est pas là pour faire joli et commander des petits fours et des goodies, mais qu'on est vraiment là pour créer de la croissance et être un partenaire business. L'avantage du marketing, c'est que nous, on est beaucoup plus neutre là-dessus, parce que nous, ce qu'on veut, c'est justifier notre salaire. Pour justifier notre salaire, il faut prouver qu'on ramène de l'argent. Donc, plus on réussit à prouver qu'on ramène du pipeline et du pipeline qualifié, plus on est content. Donc, on va plutôt aider le SDR à convertir, à lui donner plein de trucs. Nous, on va plutôt être l'assistant du SDR. Donc, historiquement, ça marche quand même souvent mieux dans ce sens-là. Le fait d'avoir une expérience sales, c'est un truc qui permet d'accélérer justement la performance marketing, parce que de toute façon, on sait très bien que un gros travail du marketing, enfin un gros élément de performance du marketing en B2B, etc., c'est notamment la relation qu'on entretient avec les sales. Ça me paraît assez évident, hein, le marketing. Alors moi, j'ai toujours pensé que le marketing, on n'est pas là pour faire joli et commander des petits fours et des goodies, mais qu'on est vraiment là pour créer de la croissance et être un partenaire business. Et après, effectivement, moi, ça vient de mon histoire à moi. Moi, en sortant d'école, j'ai été sales dans une boîte qui s'appelle Acticall, qui vendait des externalisations de call center. Donc, en gros, mon job, c'était d'aller voir des grands acteurs des télécoms et de leur dire, vous avez des milliers d'agents qui répondent au téléphone et aux mails et au chat. Il faudrait peut-être que vous les ayez pas tous chez vous et on peut en prendre une partie chez nous. Ce sont des contrats à plusieurs millions d'euros par an. Donc, ce sont des contrats où les négos durent des mois. Où rien n'est laissé au hasard, quoi. Vraiment du premier rendez-vous jusqu'à la soutenance, quoi. Tu ne te pointes pas au premier rendez-vous sans connaître la boîte, sa santé économique, sa stratégie de relation client, son niveau de sa maturité de digitalisation, etc. Et tu as un rôle d'écouter des execs de ces boîtes qui sont des boîtes du CAC 40 et de les écouter, de les comprendre et de les challenger et de leur proposer des solutions. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et donc, ce que j'ai appris, c'est à quel point c'est dur d'être commercial B2B, vraiment. Et surtout, à quel point c'est dur quand, justement, sur des cycles enterprise comme j'ai connu, où tu te donnes pendant des mois, il te manque le petit plus marketing à un moment, le use case qui va bien, ou simplement même une image de marque qui est un peu moins bonne que celle du concurrent. Parce qu'il faut bien imaginer que quand les boîtes elles achètent des contrats à plusieurs millions d'euros, elles ne consultent pas un seul concurrent. Donc, en fait, tu as tout le marché qui est consulté. Et donc, l'image de marque joue vraiment. Et donc, moi, je suis sortie de cette expérience-là déjà avec un respect immense pour la fonction sales, parce que je connais à la fois l'adrénaline de ce que c'est que de vendre un contrat, mais aussi le coup de blues de quand on n'a pas vendu le contrat et comment pendant plusieurs jours après on est bouh, et c'est dur. Le besoin qu'on peut avoir du marketing pour pouvoir accélérer le cycle de vente et la nécessité aussi de faire le pont entre le marketing et les sales et de parler le même langage. On ne va pas parler de MQL à une équipe de sales. Hein. Ce qui les intéresse, c'est comment on va accélérer un deal, par exemple. Et donc ça fait vraiment partie de mon ADN. Alors je n'imagine pas en fait mener une équipe marketing en silo sans être en fusion en fait avec une équipe sales. L'autre sujet, c'est toi, tu es pour. Tu vas voir que je me suis bien documenté. Hein. Tu es équipe BDR. Oui, au market. Alors, ma nouvelle boîte, n'écoutez pas parce qu'ils sont chez les sales et que ça me va très bien. En fait, non, je suis pour qu'ils soient là où ça marche. Le problème souvent d'une équipe sales, c'est qu'ils sont tellement focus sur la vente que les BDR ou les SDR deviennent les assistants des commerciaux. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, parce que l'objectif du BDR, c'est pas de prendre le rendez-vous un tel que le sales veut. C'est de prendre un volume de rendez-vous sur une typologie de compte qui lui est assignée. C'est une petite nuance subtile, mais c'est très important. C'est-à-dire que le SDR, il est incentivé sur le nombre de rendez-vous qu'il donne et la qualité. Que ce soit la boîte A ou la boîte B, tant que c'est dans la bonne catégorie, il s'en fiche. L'inconvénient quand tu le rapproches trop de son commercial, c'est que son commercial va lui donner une liste de courses. Les listes de courses, c'est bien, mais ça enlève toute la partie un peu automatisée du job. Si jamais ton commercial te donne une liste de 20 comptes à traiter,
bah, tu vas être vachement précis, précautionneux. Sauf que ton tiers, il y en a 500. Donc tu décorrèles immédiatement les deux objectifs et ça ne fonctionne pas. L'avantage du marketing, c'est que nous, on est beaucoup plus neutre là-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justifier notre salaire. Pour justifier notre salaire, il faut prouver qu'on ramène de l'argent. Donc, plus on réussit à prouver qu'on ramène du pipeline et du pipeline qualifié, plus on est content. Donc, on va plutôt aider le SDR à convertir, à lui donner plein de trucs. Nous, on va plutôt nous être l'assistant du SDR. Donc, historiquement, ça marche quand même souvent mieux dans ce sens-là. Après, tu vois, dans mon entreprise que je viens de rejoindre, les SDR étaient déjà en place. Oui, ils ont fait SDR avant marketing. Ils ont tout attaqué par la face nord en mode on va se faire tous les comptes dans le dur. Enfin bref. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai aucun intérêt, aucune vocation à dire je les veux. Bah non, ça marche. Ça marche, on s'entend très très bien. Ils traitent nos leads. Les leads arrivent tout chauds chez les commerciaux. Oui, mais ça demande une relation market sales de proximité. Oui. Ah oui. Et saine, très saine. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des boîtes B2B. Oh oui. Voilà. Donc, ce qui peut aussi justifier le fait que... Moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette tactique, parce que je suis aussi un défenseur de cette vision, pour info, et souvent, quand on me dit t'as des techniques un peu pour aligner équipe market sales, souvent, je dis déjà, un truc un peu simple, c'est pourquoi tu mets pas du SDR côté market, en fait. C'est un truc... Et pareil, j'ai vu aussi, donc ça je l'ai jamais expérimenté, mais product marketer côté sales. Oui, ça s'appelle le sales enablement. Oui, c'est Ils lui ont donné un autre nom pour... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, oui, mais sales enablement, dans ton titre, tu es rattaché aux sales et tu te mets au service des sales. Oui. Quand tu t'appelles product marketer et que tu es du côté de l'équipe sales, ça te rattache de fait beaucoup plus facilement à une équipe market. Tu vois. Oui, c'est vrai. Juste le titre, il a une importance qui est majeure. Et donc... Je trouve que c'est un super moyen d'aligner. Et là, si ça marche dans ta boîte, c'est que l'alignement, déjà de base, il doit être bon. Oui. C'est une boîte qui est saine. Et je sais que c'est stupide, c'est juste un petit mot comme ça, mais ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que le sales, il va dire merci à son SDR quand il a un rendez-vous. Tu vois, c'est chaque fois qu'il gagne un deal, c'est merci pour la passe D, c'est trop sympa. Il documente, les sales documentent tout ce qui se passe, donc le SDR peut suivre l'avancée de son deal. Donc tu vois, il se sent valorisé aussi. Et surtout, tout le monde a conscience d'à quel point c'est un métier qui est difficile aussi. Personne ne va dire non, mais c'est un SDR, c'est une petite main. Non, le SDR, c'est ce qui fait tourner la boîte en vrai. Ouais. Si eux, ils prennent pas de rendez-vous, ça ne marche pas. Ouais. Donc ça dépend. Et du coup, je voulais parler de l'alignement sales market. Et du coup, tu disais comme quoi ça rejoint aussi un petit peu ce sujet-là. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour aligner les efforts sales market ? Ça reste compliqué. Je pense que par nature, on n'a pas les mêmes. Alors pour avoir géré des équipes sales, j'en parle en plus. Bon, c'est vrai que l'objectif final est quand même très orienté revenu, plutôt court terme pour un sales, heureusement. Oui. On est dans un marché transactionnel, donc c'est-à-dire que c'est hyper important. Et donc je suis ravi que tous les sales soient à regarder tous les jours, tous les mois. En day-to-day, ouais. Et pour financer l'activité. Donc ça, c'est par nature. Et nous, market, on est plus quand même à essayer de préparer l'avenir. Donc déjà, on a un décalage temporel fort. Oui, c'est un travail d'amplification des performances. Voilà. Nous, dans une approche internationale, un sales, il va être focalisé sur son marché, son pays. Nous, par nature, on essaie d'être multi-pays. Donc déjà, tu peux avoir... tous les sales disent que leur marché, il est unique, il est spécifique, ça sera différent, ça ne marchera pas pareil. Ce qui est vrai. Nous, marketing, on va expliquer que tu vas voir, on va réussir à faire des choses communes, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets de tension qui sont par nature. Bon, la data, je pense que la data, ça c'est vraiment, encore une fois, les sales sont très data, donc ça c'est bien. Donc il faut vraiment s'aligner sur la data. On a parlé du plan of record. Éviter tous les sujets de ma data, ta data. Donc les leads du marketing, ça sent vraiment pas bon. Ça sent déjà le truc qui est en tension. Donc il y a des leads, il y a des opportunités, il y a du business. D'avoir la data commune, c'est hyper important. Et après, il y a aussi beaucoup de... Il faut passer du temps avec eux, au sens... nous, en tant que marketeurs, il faut qu'on sorte de notre tour d'ivoire. Il faut qu'on aille voir les clients, qu'on appelle les clients. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup en ce moment au niveau de l'équipe. Parce que comprendre aussi la vraie vie du sales qui se prend des baffes toute la journée. Et donc, je pense qu'il y a cette forme d'empathie comme travail à faire. Et puis, après, ce qui a marché, c'est travailler par projet. Donc le rebranding était un projet, l'outil était un projet, on travaille sur la rétention en forme de projet. Donc, et puis avec des équipes, nous on a dans plusieurs pays embarqué des gens sur des projets avec des appétences, training des sales, etc.
et travailler en équipe sur un peu les pods ou les squads pour casser un peu les silos et sur tous les sujets, que ce soit le pricing, le messaging. On trouve toujours des sales qui ont une appétence, qui ont de l'expérience et qui adorent être impliqués, quoi. Donc ce travail de change en impliquant des gens, ça c'est un truc à faire aussi tout le temps. Le pire, c'est le projet marketing sorti de nulle part, en bout de course. On fait encore, enfin je veux dire, naturellement on a envie de le faire parce que c'est pénible d'aller demander, mais forcer, en tous les cas, forcer moi les équipes, et puis à passer du temps avec quelques personnes, parce que tu ne peux pas driver tout le monde, mais toujours avoir ça sur le long terme, ça marche. Mais ça reste long et bien sûr. Ça reste un sujet. Mais du coup, vous avez des rituels, je sais pas, des meetings en weekly ou des choses comme ça ou... Je te dirais, oui et non, on essaie d'en mettre en place, mais c'est plutôt les projets ad hoc, moi je pense, qui apportent de la valeur. Et d'ailleurs, avec de plus en plus le produit aussi, et donc des projets transverses, c'est ce qui marche le mieux. Les gens se connaissent, les gens travaillent ensemble, ont un objectif commun, réussissent ensemble. Oui, on fait des revues de pipe, des revues de choses, des revues, bien sûr, il faut communiquer, mais la vraie valeur c'est quand tu vas à la guerre ensemble, où tu crées un truc ensemble, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Je suis plus là-dedans, moi. Ok. Comment est-ce que ce changement de culture très sales, on bascule vers une vision un peu plus large, un peu plus marketing, et notamment avec de l'investissement dans la brand, etc. Ouais, c'est compliqué. Parce que là, je pense qu'on arrive un petit peu à un des points les plus importants pour moi au marketing, qui est vraiment la balance entre le long terme et le court terme, comme tu dis. Quand je parle avec mes interlocuteurs sales ou GTM, eux, ce qui les intéresse, c'est les objectifs à la fin du quarter, et c'est normal. Moi, c'est une partie des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est aussi me demander où est-ce qu'on sera dans 2 ans, quelle vision on sera capable de proposer à nos interlocuteurs, partenaires, clients, prospects, etc. Et cette balance entre les deux, elle est assez compliquée, puisque ton investissement long terme, tu peux le monitorer, tu peux sortir des KPI, on en a plein, on pourra s'en parler plus tard si tu veux, mais à la fin du game, ça sera jamais aussi fort que montrer qu'à la fin du mois, il y a 2 nouveaux OP qui viennent de tomber grâce au marketing. Et donc c'est un petit peu compliqué, puisque tu te bats avec un peu une main attachée dans le dos, où montrer ta valeur sur le short terme, c'est relativement simple à faire, montrer ta valeur sur le long terme, c'est une autre histoire. Ouais. Et en face de toi, tu as des interlocuteurs qui sont rationnels, Dieu merci, et qui veulent optimiser. C'est assez logique dans cette période, quoique c'est peut-être un changement d'époque par rapport au début de ma carrière. Et donc, en gros, ce que je vois et ce qui est court terme, c'est facile. Ce qui est plus long terme et que tu as du mal à m'expliquer ou à me montrer, c'est une autre histoire. Et la balance entre les deux, donc elle va régulièrement être en défaveur de cet impact long terme, qui est, au marketing, on le sait, la meilleure manière de se tirer une balle dans le pied. Mais il faut passer énormément de temps à faire beaucoup d'éducation sur toutes les choses que tu fais qui ont un impact que tu vois pas forcément aujourd'hui. Mais peut-être pour te donner un exemple très concret. Chez Pigment, une des motions marketing qui cartonne, c'est les live demos. Donc c'est du bottom of funnel webinar toutes les semaines où on va faire une démo de l'outil avec un SI et on prend les questions à la fin. Donc tu t'en doutes, c'est une motion qui s'adresse à des gens qui sont déjà assez bas dans le funnel, qui sont quand même plutôt connaisseurs de Pigment. Et donc bien sûr, sur le papier, c'est ça qui va driver le plus de conversion et qui va générer le plus d'enthousiasme chez les BDR, chez la growth, puisque c'est un outil très simple à activer. Et à côté, moi, j'essaye de passer beaucoup de temps sur notre top of funnel messaging. J'oserais plus parler de webinar de white paper en 2024 dans un de tes podcasts, Jordan, mais où on va essayer de créer ces touchpoints qui sont très top of funnel, où l'impact va être diffus, c'est le moins qu'on puisse dire, et va probablement prendre beaucoup plus de temps. C'est difficile de montrer la valeur de cet investissement long terme, c'est difficile en face de gens qui, dans leur rêve, le marketing est juste là pour shipper des trucs bottom of funnel qui permettent de convertir les gens et d'en faire des clients. C'est qu'une petite partie de notre scope, mais c'est vrai que c'est un enjeu très très fort. Ok. En plus de ça, vous levez de l'argent, donc j'imagine que la relation au VC, comme tu le disais, et avec une CEO qui vient de ce milieu VC, naturellement, il y a aussi cette volonté de performance court terme et le ROI, etc. Comment est-ce que toi, dans ta position, tu arrives aussi à gérer les attentes des différentes personnes? Ah ouais, c'est clair. Bon, déjà, la première nouvelle, c'est qu'on a la chance d'avoir des interlocuteurs intelligents quand même. Oui. Que ça soit les VC ou notre CEO, c'est des gens qui comprennent qu'il y a un impact court terme et un impact long terme. Mais c'est vrai que souvent, tu vas demander aussi un petit peu d'avoir de la confiance. Et en fait, généralement, tu vas bâtir ta crédibilité sur tes succès short term pour faire du pipe, pour expliquer que tu dois prendre un peu d'argent, un peu d'énergie, un petit peu de temps pour bâtir ton long terme. C'est loin d'être toujours réussi, pour être honnête, et je pense que c'est aussi un de mes enseignements ici, c'est que
À la fin du game, c'est Keep de HubSpot qui disait ça là, il y a quelques temps. C'est beaucoup plus simple quand tu es le CMO d'une entreprise de comprendre qu'en fait, le CMO de l'entreprise, c'est le CEO. Et à partir du moment où tu as compris que c'est le CEO, le CMO, et que tu n'es qu'un passager dans cette aventure humaine, mais dans cette aventure entrepreneuriale, eh ben, ça te permet d'accepter que tu vas pas forcément gagner toutes tes batailles, en fait. Et que le plus important, c'est probablement d'être capable de délivrer une motion marketing qui sert l'entreprise aussi sur le long terme, même si tu vas pas toujours forcément être compris en interne. Ça, c'était mon côté philosophique, si je puis dire. Après, si je le ramène down to earth, il y a beaucoup de manières de montrer que cet impact long terme va nous rapporter du trafic. Tu vois, un outil assez évident pour moi, ça va être Public Relationship et Analyst Relationship. Deux motions dont généralement l'impact va être assez long terme, sur solidifier ton image auprès de la presse ou auprès des analystes, mais sur lequel on peut réussir à avoir des quick wins, une bonne parution, être sur le Gartner Quadrant un jour, etc. Assez short terme, qui te permettent, toi, de montrer à ton audience interne comment, en fait, ton effort sur le long terme permet de te renforcer ton ancrage sur le moyen terme, si je puis dire. J'aime beaucoup PR et AR, puisque c'est une très bonne définition de deux postes de dépenses très élevés au marketing. Ça coûte cher, une agence PR aux US, sur lequel il ne va pas se passer grand-chose les 6 premiers mois, voire même la première année. Et toi, tu vas continuer à dépenser. Et si tu fais bien ton travail, la deuxième, la troisième année, il va avoir un effet un peu cumulatif, que tu vas voir arriver. Mais c'est pareil, cette première année, il faut être capable d'expliquer que tu vas faire beaucoup d'efforts et que ça va probablement pas déboucher sur grand-chose. Et je pense que c'est ça un peu le switch d'aller up market, c'est comprendre que quand tu es dans du SMB, c'est très transactionnel, c'est très rapide, quand tu es sur de l'enterprise, tu crées sur le long terme et ça implique un petit peu plus de patience. Et les belles choses se construisent souvent, ça prend souvent du temps pour les faire. C'est presque la manière dont je résumerais le passage au up market, comprendre qu'on investit sur le long terme. J'ai l'impression que globalement, une autre manière de résumer la chose aussi, c'est voilà, la brand, up market, etc. C'est accepter la frustration. Ouais, mais c'est très bien dit, c'est clair. En fait, c'est accepter le fait que ce soit frustrant de ne pas avoir du résultat tout de suite. Tu mentionnais les PR. En fait, c'est ça qui m'a fait penser à ça. C'est aux US, tu vas dépenser 1 an, il va rien se passer, quoi. Absolument. Et encore plus loin avec les PR, tu vas dépenser relativement un beau budget aux US. C'est quoi un beau budget? Même une fourchette. Ouais. En dessous de $20,000 par mois, t'as rien d'intéressant. D'accord. Et en France, tu peux avoir des acteurs intéressants autour de 5 000, 6 000 euros, quoi. Ouais. Et donc, tu vas dépenser beaucoup d'argent aux US. Et à côté, tu as ton agence française, beaucoup moins chère, il faut le dire, qui va t'amener des résultats incroyables. Et tu dis, mais what? Est-ce qu'on s'est pas juste trompé de partenaire, quoi? C'est ça. Et ça, c'est encore le pire. C'est un des trucs qu'il faut vraiment combattre au marketing. Et je trouve que c'est un peu les problèmes de cette pensée court-terministe qui dit, ça marche pas avec ce partenaire, on change, on passe au prochain. Et je comprends le pragmatisme qui est derrière ça, mais changer de partenaire, ça implique repartir de zéro. Reconstruire. Sur quelles raisons on évalue le succès ou pas de ce partenaire? Je pense que c'est vraiment un apprentissage qu'on est encore en train de faire chez Pigment. Aller up market, ça demande d'investir sur le long terme. Et donc c'est vrai, j'aime bien ton truc sur la frustration, puisque la frustration, finalement, on peut la ressentir tous au marketing. Vous aussi, de la frustration de temps en temps, surtout quand tu as l'impression d'avoir plus ou moins une vision. Je ne serais pas assez orgueilleux pour dire que j'ai une vision, mais en tout cas d'avoir quelques idées comment faire pour y arriver. Oui. Mais tous ces trucs, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est presque normal. C'est un mot que j'aime bien utiliser parfois avec mes invités, c'est il y a un aspect... il faut y croire, en fait. Tu vois, c'est une affaire de croyance. C'est-à-dire que si tu ne crois pas qu'investir dans la brand, ça peut fonctionner... Déjà, c'est mort, tu vois. Il faut avoir cette croyance-là, quoi. J'aime bien ton parallèle, notamment parce que ça fait un vrai parallèle entre la fonction du marketeur et le moine ou la nonne. Et pourquoi pas? C'est vrai que parfois, on a un peu l'impression qu'il faudrait qu'on allume quelques cierges à gauche à droite pour que les choses se déclenchent. Complètement. Mais oui, c'est vrai que c'est pour filer ta métaphore, c'est vrai que c'est un vrai sacerdoce. Mais c'est un sacerdoce qui me plaît. Et du coup, tu dirais que parce que toi, tu as commencé par ça, donc tu as cette expérience. On va dire que tu as la culture. La culture, tu l'as, c'est ta première culture d'ailleurs, donc voilà. Ouais. Une équipe marketing qui n'a pas cette culture. Pour toi, c'est quoi tu dirais que c'est quoi les petits éléments clés que... Tu vois, les erreurs que tu vois tout le temps chez les équipes marketing qui n'ont pas cette culture? Tu vois, les trucs où tu te dis, non mais les gars, c'est une erreur que tu vois tout le temps, tu vois, par exemple... Les petits points d'attention, tu vois, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à une équipe marketing? En fait, c'est tout simplement des équipes marketing déjà qui vont pas regarder les métriques de génération de pipe. De génération de pipe, c'est souvent déjà le premier indicateur de, en fait,
Tu fais des campagnes, mais pourquoi tu les fais? Donc voilà, ça c'est le premier truc. Le booking from marketing aussi. C'est quoi les logos que le marketing a ramené ce quarter cette année? Donc ça c'est déjà les premiers sujets. Et puis après, je pense aussi voilà, une culture, notamment au niveau des use cases, de présenter les bons KPI, de comprendre quels sont les arguments dont ont besoin les sales. Donc une manière, un petit tips que je peux partager opérationnel qu'on a trouvé pour essayer de rapprocher ces équipes marketing des équipes sales, c'est que plusieurs fois par an, on fait ce que j'appelle des silent meetings avec les sales, où en fait on se réunit pendant 1 heure et on divise en 3 parties 7 heures. La première partie, c'est qu'est-ce qui a marché au marketing cette année, et ils ont des post-it et dans silence, des post-it virtuels, ils mettent leurs post-it. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a manqué, et quels sont les sujets de conversation de vos prospects et de vos clients en ce moment. Et on fait ça de manière assez régulière et ça nous permet de resserrer les liens sur de se dire les choses s'il y a des choses qui ne marchent pas et qui ne leur conviennent plus. Et dans ce cas-là, on arrête. C'est le fail fast. Pouvoir être à leur écoute de nouvelles idées de campagne dont ils ont besoin. Et puis enfin, d'être toujours les écoutilles grandes ouvertes sur les besoins des clients en termes de contenu. Ok. Tu as aussi un sujet, je pense, qui est, encore une fois, enterprise, donc très market sales, tu réfléchis à ton histoire, comment tu t'imbriques, etc., etc. Je reprends ton exemple de, c'est pas les events, c'est rugby, machin. Ah oui, hospitality. Hospitality, pardon. Ouais. C'est un budget market au service des sales. Oui. Du coup, ça veut dire que tes sales, ils ont un budget market. Oui. Qui peuvent dépenser comme ils veulent sur leur top tier. Ok. Et donc ça, qui le justifie? C'est le market ou les sales? Ah, moi, mais je m'en fiche. Enfin, encore une fois, on en revient à l'éducation du CEO. Ça revient. En fait, chaque sales dans mon entreprise précédente avait un budget qu'il pouvait dépenser à l'année pour justement faire des actions coup de poing sur ses top tiers. Son top tier, d'accord. Donc, pour arriver à ces fameux 5000, je sais pas, on se disait que nous, on dépensait 4000 et puis il restait 1000 qu'il pouvait actionner à sa guise pour des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Donc, leur donner du temps et de l'argent pour ça. D'accord. Ça, c'est le marketing, parce que ça fait partie des 5000 du marketing. Mais de toute façon, je te rappelle que dans une boîte SaaS, la première année, c'est sales et marketing. Donc, de toute façon, mon budget, c'est sales et marketing. Et parfois, c'est ça qui rend les choses très intéressantes, c'est que parfois, je vais pouvoir dire embauche un sales de plus. Là, par exemple, aujourd'hui, on commence à générer un peu trop de leads pour le volume, donc je vois que le traitement commence à ralentir. Si ma reco, c'est on embauche un marketeur, je suis là, non, embauche des sales. Quand vous viendrez pleurer parce qu'il n'y a pas assez de leads, on embauchera marketing, et puis voilà. Donc, là, du coup, tu n'as plus de guerre, parce que tu es un ensemble. Oui, mais là, tu es dans une position un peu de CRO. Bah non. Enfin, oui, mais parce que le CEO, c'est le VP Sales en même temps, il a les 2 casquettes, donc c'est un peu plus facile. Voilà. Tu vois. Non, mais là, c'est biaisé, tu vois. Oui, mais là, c'est biaisé. Oui, mais tu vois, dans les faits, que toi, tu participes à la décision d'embauche de sales, c'est que tu es un peu dans une position de CRO. Bah, je vais pas participer à la décision. Je vais plutôt être en mode, je ne mets pas de marketeur au budget. Parce que... Oui, mais ça, aucun marketeur le fait normalement. Bah moi aussi. Mais voilà. Mais parce que si tu veux ta position de leader, c'est pas juste prêcher pour ta paroisse, c'est prêcher pour que la boîte se développe. Ouais. Et parfois, c'est des décisions qui sont anti-marketing, il faut l'accepter. Et c'est pas grave. Je pense que, et c'est quelque chose auquel on doit tous y faire face dans notre carrière, c'est ce moment où on arrête de penser à sa gueule. Quand tu commences, tu as envie d'avoir une grosse équipe, tu as envie d'avoir plein de budget parce que c'est cool et parce que tu deviens un grand. Mais à un moment, tu as tout ça. Et puis tu te dis, en fait, j'en fais quoi de tout ça? Et parfois, la réponse est un peu moins. Et puis, on va mettre l'argent ailleurs sur d'autres tactiques. On en revient à la même chose. Quand tu ouvres un pays, ce serait hyper cool de me dire, j'arrive avec 3 marketeurs, on va lancer le pays. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Donc, nous, on va traduire le site web, on va lister les 10 meilleurs contenus qu'on va te filer en langue locale, et puis démerde-toi. Voilà. Donc, c'est moins cool pour moi, mais c'est mieux pour la boîte. C'est moins cher. Excellent, j'adore. C'est quoi les tools clés, tu vois, notamment sur ces sujets-là